Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 169e récap de Marvel News, où je vous fais le récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. Et on va commencer tout de suite avec Daredevil Born Again. Alors je préviens, je vais montrer des images de la saison 2 qui est actuellement en tournage, donc si jamais passez à la rubrique suivante, vous avez le timecode. Mais donc déjà on peut voir que Fisk va apparemment faire un combat de boxe contre un gars, ce qui est assez étrange. Et ils vont apparemment le faire au gymnase de Fogwell. Gymnase de Fogwell qui est de retour du coup dans Born Again, on l'a vu sur les photos. Lieu emblématique de la série Netflix, l'endroit où son père s'entraînait, entre autres. Recréé à l'identique avec les mêmes décors. Et même apparemment le poster de Krill versus Murdoch. L'homme absorbant, je rappelle, qui est dans Agent of Shield et qui est dans le MCU du coup. Ça fait plaisir. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir surtout une scène où Bullseye semble se battre avec Matt et s'enfuir dans la rue alors que les deux sont poursuivis par la brigade anti-justicier de Fisk. Donc la brigade poursuit Matt qui poursuit Bullseye. Ça semble assez intéressant et curieux. Pourquoi est-ce qu'ils sont à cet endroit-là? Un endroit que seul Matt connaît, je rappelle, et Dex ne sait pas d'ailleurs que Matt est Daredevil normalement. Et on peut donc voir Matt toujours avec son costume noir et avec le logo, mais surtout Dex, Bullseye, qui a un nouveau costume qui est très identique à celui de la saison 1 mais qui n'est pas le même, la texture n'est pas la même, il y a des nouveaux trucs, et surtout un logo sur son front, évidemment le logo qu'il a dans les comics. Alors dommage, il ressort extrêmement mal, et on n'a toujours pas son visage découvert, ce qui est le principe de Bullseye, c'est qu'il fait super peur avec ses expressions. Je veux dire, regardez, il y a des gens qui l'ont amélioré, encore une fois, bon je sais que son costume évoluera, mais je veux dire, juste le minimum c'est de montrer sa bouche quoi. Mais bon, apparemment ils veulent pas. Mais en tout cas c'est assez intéressant, et à part ça on a eu d'autres trucs par rapport à Born Again classique. La saison 1, déjà les réalisateurs ont dit que l'épisode final sera extraordinairement choquant, surtout au niveau des effets pratiques, et que ça allait être très très violent. J'ai envie de dire encore une fois, ça c'est ce qui nous vendent depuis le début de la série. On a eu 8 épisodes sur 9, il n'y a eu rien de violent, donc ça commence à me faire un petit peu rigoler cette histoire. Mais bref. Et un truc que j'ai trouvé un peu surprenant aussi, c'est la scène où Fisk veut se battre avec Adam, vous savez, avec la hache. C'est l'acteur qui a refusé, qui a suggéré de prendre une hache au lieu d'un marteau pour la scène. Alors ok, sur le principe c'est une arme bien plus offensive, on est d'accord. Mais vu que le parallèle qu'il faisait dans la scène c'était que Fisk avait pris une arme pour se défendre qui était un marteau, peut-être qu'un marteau aurait été justement plus cohérent, pour faire le parallèle qu'ils aiment tant en faire d'ailleurs dans Born Again. Mais bref, un peu étrange les décisions. Ensuite on passe à Captain America Brave New World avec pas mal de choses intéressantes, puisque le film sort le 15 avril en digital et en mai, le 13 en Blu-ray, DVD, tout ça. C'est qu'on a eu des scènes coupées, dévoilées. La première avec Layla Taylor, où Sam et elle s'entraînent dans une salle là sur un ring. Alors déjà je trouve que c'est une bonne scène parce que elle montre l'amitié et la relation entre les deux personnages qui est totalement inexistante dans le film final, donc totalement débile d'avoir enlevé ce genre de scène. Mais surtout assez intéressant, c'est une scène de la toute première version du film, puisqu'il lui gratte des informations où ils vont aller à un aéroport au Mexique. C'est là qu'ils affrontaient la Serpent Society à l'origine. Donc je trouve ça assez étonnant de montrer une scène qui vient littéralement d'une version totalement différente du film. On a aussi une scène, et ça je vous en avais déjà parlé grâce à un gars qui avait vu le film en avant-première, une scène qui aurait pu être dans le film, littéralement je comprends même pas pourquoi ils l'ont enlevé. On peut voir le général Ross parler avec Isaiah Bradley, s'excuser pour ce que l'Amérique lui a fait, et discuter un peu, nouer une petite relation pour qu'ils discutent plus tard. Ce qui aurait été peut-être plus poignant de voir Isaiah après essayer de tuer Ross. Encore une fois, très dommage d'avoir enlevé ce genre de scène, qui était en plus dans la version presque finale du film, qui avait été montrée quelques semaines avant la sortie. Et on a eu aussi un bêtisier qui nous montre deux nouvelles images aussi, qui ne sont pas dans la version finale. Déjà des scènes où on peut voir Sam et Joaquin Torres au Mexique. Alors une où Joaquin arrive à l'aéroport en volant, qui est encore une fois dans la toute première version du film avec l'ancienne Serpent Society. Et une scène où Sam est donc avec son nouveau costume, il l'avait dès le début du film à l'origine, au Mexique dans un bar. Alors ça je pense que c'est juste une scène bonus, mais on verra. Je trouve ça assez intéressant de nous montrer encore une fois ces scènes-là, puisqu'elles sont totalement différentes du film final. Je veux dire, elles sont vraiment pas du tout dans la même version. Et aussi une scène où on peut voir en l'occurrence Sabra en costume qu'elle a vite fait sous une veste pendant le film, mais qui là semblait l'avoir réellement. Encore une fois, alors ça, quelle version du film, on ne sait pas. D'ailleurs, le gars dont j'ai parlé, qui avait vu l'ancienne version du film en avant-première, enfin la deuxième plutôt on va dire, celle qui était la plus proche de la version finale, il a dit par rapport à certaines choses qui avaient changé, que déjà le film final était mieux que la version qu'il avait vue lui, donc ça c'est intéressant, malgré les coupures. Il a dit qu'ils avaient coupé des scènes superflues, en l'occurrence tout l'arc de Amadeus Cho évidemment, mais qu'ils avaient rajouté certaines scènes comme la scène du bar au tout début du film, qui donne plus de contexte, et les scènes évidemment de prison avec Giancarlo Esposito, et la scène où le leader tue le pote de Sam évidemment qui n'était pas dans la version d'avant. Et que l'action aussi était meilleure, plus peaufinée. On a aussi des concept art là que je vous montre encore une fois, de décors ils devaient aller en Turquie à un moment, un laboratoire d'adamantium, pareil encore une fois, mais pourquoi c'est pas dans le film ce genre de choses? Et on a aussi, truc drôle, un scénariste du film qui, alors c'est pas le premier d'ailleurs, qui dit qu'il ne comprend pas pourquoi les gens n'ont pas aimé le film et qu'il aimerait des explications. J'ai envie de dire peut-être qu'il peut aligner ses neurones, je dis ça vraiment sans être méchant, et peut-être se rendre compte que faire un Incroyable Hulk 2 sans Hulk, en mauvais, et gâcher un méchant, j'allais dire teasé depuis 17 ans, c'est peut-être une piste à creuser. Je dis ça comme ça, évidemment.
Ensuite, on passe à Thunderbolt. En effet, bon, on a toujours des nouvelles images, des trailers comme toujours. Le film approche à grands pas, j'ai une vidéo bientôt qui arrive dessus. Le film a donc été classé Peggy 13, bon, ça c'est normal, j'allais dire. On a un gars aussi qui a vu le film, du coup, c'est le même qui a vu Captain America justement, hein, c'est pour ça que la source est fiable, qui l'a vu en avant-première, enfin avant-première, vous avez compris, projection test, où il a dit que le film était vraiment bien, pas comme Captain America 4 justement, que Taskmaster aussi avait un rôle crucial dans l'intrigue, assez surprenant puisqu'on a l'impression qu'elle va mourir dès les premières minutes. Donc j'avais dit ma théorie, c'est que peut-être elle se fait absorber dans le Void au tout début, c'est peut-être la première victime, et à la fin du film peut-être ils arrivent à l'en sortir. Parce que même des liqueurs avaient dit que de base Taskmaster avait quand même un grand rôle dans le film, et que ce serait étonnant qu'elle meure dès le début. Donc voilà. Et il a dit aussi que Ghost avait la meilleure scène d'action du film, et que c'était vraiment un régal. Et il dit aussi que le ton du film est assez semblable à Avengers 1, dans le sens où oui il y a de l'humour, mais que c'est quand même plutôt bien dosé, que ça arrive à des moments précis, et que le reste du film reste plutôt sérieux et sombre. Alors c'est sombre, c'est pas le terme que je dirais pour Avengers 1, mais oui, sérieux, épique, avec un peu d'humour, je suis d'accord. Et ce serait cool si c'est le cas du coup. Mais que ça n'enlèverait un moment touchant, surtout vers la fin du film, qui sont très émotionnels. Et aussi d'ailleurs que le film rappelle plutôt bien qui sont les personnages, pour ceux qui n'ont pas vu les séries, hein, la plupart j'imagine. Ensuite aussi, alors bon ça c'est plus en vite fait, on a le personnage de Mel qui est dans le film, je rappelle, hein, il y avait des théories que ce soit Songbird, en tout cas sous-entendu, et en effet dans un des derniers trailers on peut voir un collier où elle a un oiseau comme logo, alors certains ont dit encore une fois que c'était un clin d'œil, sans doute, mais je pense pas du tout qu'elle sera Songbird dans ce film là évidemment. Je rappelle qu'elle joue l'assistante de Valentina. Et on a aussi un leaker qui dit qu'à la base où Steven Yeun devait jouer le personnage de Sentry, son nom avait été changé en Robert Kim Reynolds, je trouve ça un petit peu cliché quand même, mais bon. Ensuite, par rapport à une saison 2 à Hawkeye, potentiellement, c'est Hailey Steinfeld, donc Kate Bishop, qui dit qu'elle est prête à continuer à évoluer avec son personnage, tout son foyer et comment il s'intègre au monde du MCU, et qu'en plus elle adore le personnage. De toute façon, j'imagine dans Avengers, déjà elle reviendra. Enfin, je veux dire, elle l'a confirmé de toute façon. Pour Moon Knight, ensuite, par rapport à une potentielle saison 2, c'est l'actrice de Layla. On lui a posé la question en interview, et elle a dit qu'elle n'avait le droit de rien dire. Alors oui, dans ce genre de situation, on peut se dire ça tisse quelque chose. Je rappelle que le président de Marvel TV a dit que c'était pas du tout à l'ordre du jour et que c'était même mort pour une saison 2. Même si le personnage de Moon Knight réapparaîtrait. Et après, elle a aussi dit que si jamais son personnage avait un film solo, elle aimerait que ce soit les fans qui décident de l'histoire. Alors bon, personnellement, je vois pas en quoi les fans sauraient écrire une histoire. Alors oui, des fois, je dis pas, hein, ils ont de meilleures idées que les scénaristes, ça je suis d'accord. Mais quand même, et un film solo sur Scarlet Scarab, bon, je pense pas que ça arriverait, soyons honnêtes. Aussi, alors bon ça je le case ici, par rapport à Marvel Zombie, on a eu un concept art du Blade Moon Knight qui sera dans cette série et qui avait été teasé du coup à la fin de What If, dont on a le concept art. Donc si vous avez un meilleur design du perso. Ensuite on passe à Avengers Doomsday, Secret Wars, hein, je mets un peu les deux, avec pas mal de choses dont j'ai parlé en short d'ailleurs. Alors déjà on a eu quelques photos de décors encore une fois, un endroit qui semble assez dévasté avec des cratères. On a eu aussi la confirmation qu'un vaisseau est en train d'être construit sur le tournage. Alors peut-être que c'est le vaisseau avec lequel Reed Richards s'enfuit dans le comics de 2015, peut-être. Et on a eu donc quelques photos, une de Cyclope avec Wong, qui semblait être prise entre deux tournages quoi, puisque l'acteur de Cyclope n'a pas ses lunettes, et une autre dont j'ai parlé, où on peut voir Cyclope avec Magneto de Ian McKellen, où Cyclope a ses lunettes, et Magneto a son costume de la Fox. Et alors oui, je sais depuis que j'ai fait le short, il y a eu des leakers qui disaient que c'était fake. Alors bon, les leakers pour ça ils sont pas non plus très fiables, hein. À l'époque ils disaient la même chose pour Andrew Garfield dans No Way Home, alors qu'on savait que c'était une vraie photo. Mais j'allais dire ce qui met un point sans doute au fait que Magneto soit fake, c'est le fait que l'acteur a été vu un jour après cette photo, en Angleterre, pas très loin du tournage, à 1 heure du tournage à peu près, mais il avait un look un peu différent avec une barbe et tout, donc a priori, en effet, c'était une image fake. À moins que ce soit avec une doublure. Et après, rien ne prouve non plus que la photo avec Wong était fake. Peut-être que les gens ont profité de cette photo pour prendre Cyclope et après photoshopper. On n'en sait rien de toute façon et j'allais dire on verra dans le film. Mais évidemment, je tenais à préciser ça ici. À part ça, d'autres trucs sur le film. Déjà, l'acteur de Diablo dit que maintenant le maquillage prend 90 minutes au lieu de 4h30. En partie parce que les tatouages sont collés désormais au lieu d'être faits à la main. Et il est excité de revenir. Alors encore une fois, j'ai l'air tombé pour lui si c'est plus confortable, mais la dernière fois qu'on a eu des simplifications avec X-Men, on peut penser à Mystique, le design est devenu presque ridicule à la fin. Donc je préfère quand même plus un truc bien fait qu'un truc bâclé. Mais bon, on verra encore une fois comment il sera dans le film. J'espère juste pas trop différent s'il vous plaît. Son design il était top, masterclass. On a l'actrice de Malicia aussi, ou Rogue en VO, qui a dit qu'elle aimerait bien revenir en effet pour ce film. Elle aimerait qu'on lui demande. Et qu'en plus elle a jamais volé dans les films X-Men et que donc c'était l'occasion. C'est vrai que recréer la scène où elle vole les pouvoirs de Carol pourrait être assez sympa. Ou peut-être même qu'elle a déjà fait, hein, vu qu'il y a Binary a priori dans leur univers. On verra. Mais évidemment il faut qu'elle revienne. On a aussi l'actrice de Makkari, de Eternals, qui a dit qu'elle pense qu'elle ne va pas revenir, que c'est peu probable et que son instinct en gros lui dit que c'est mort.
Ce qui encore une fois serait bien dommage, je trouve que c'était les persos les plus intéressants au niveau mythologique que le MCU ait fait dernièrement. On a l'acteur de Loki aussi qui a dit que c'était un truc très important de sa vie, ce personnage, et que du coup l'histoire n'est pas terminée pour lui. Logique. Et alors ça, bon je le case, même si pour moi hein, c'est un peu bullshit ou peu fiable, mais je le dis quand même, puisqu'il y a eu des trucs qui sont avérés vrais. C'est la rumeur que l'actrice Jenna Ortega, on lui aurait offert un rôle pour ces 2 films, assez important, avec des apparences pour même après apparition, mais qu'elle aurait refusé malgré le fait qu'elle aurait rencontré Marvel, qui lui aurait proposé des rôles, juste elle serait pas intéressée. Encore une fois, j'y crois moyen, mais admettons. Pour le Spider-Man 4 de Tom Holland en vite fait, c'est le doubleur, acteur comme vous préférez, de Mister Négatif dans le jeu Spider-Man PS4, qui a dit qu'on ne l'a pas contacté pour ce film, voilà. Parce que je rappelle, il y avait des rumeurs d'un personnage asiatique dans le film, beaucoup de gens ont cru que c'était lui. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais après j'aime pas trop l'idée de refaire ce qui a été fait littéralement depuis quelques années dans les jeux. Après c'est un méchant qu'on n'a jamais vu en film aussi, donc ça peut être cool, mais bon. Pour Venom aussi, on a donc Tom Hardy, l'acteur, qui a reparlé un petit peu. On leur posait la question de est-ce qu'un crossover avec Spider-Man, c'est la seule raison, j'allais dire, qui le pousserait à revenir. Il a dit que non, même s'il n'y a pas de crossover, il reviendrait parce qu'il aime bien le personnage. Et il redit sinon que, en effet, ça n'a pas marché, le fait d'avoir un crossover avec Spider-Man, que c'est dommage, qu'à un moment ça a failli arriver, qu'il était sur le tournage de Spider-Man No Way Home, mais que c'est comme ça et que c'est pas grave, et que sans doute ça arrivera avec un autre acteur que lui. Et encore une fois, je le redis, mais tant mieux qu'il n'y ait pas eu de crossover. Soit il aurait fallu le faire directement dans le MCU, au tout début, soit ne rien faire, et c'est mieux de ne rien faire, il n'y a aucun lien entre ces 2 personnages, Venom et Jean Hero, aucun intérêt à ce que ces personnages se reconnaissent. Ensuite, on passe aux 4 fantastiques du MCU, on a eu pas mal de choses. Alors déjà, je vous le dis maintenant, peut-être que ça sortira au moment où je ferai ma vidéo. Apparemment, un trailer va bientôt sortir, de manière imminente, qui ferait 2 minutes 30, à peu près. On sait qu'il y a eu des reshoots mineurs aussi avec des cascadeurs, donc vraiment pas grand-chose, hein, juste des reprises. C'est assez cool. Mais surtout, les acteurs ont parlé un peu de leur rôle. Avec en plus plein d'images hein, que je vous affiche. Déjà, le réalisateur a dit que Reed évidemment était le personnage le plus intelligent du monde et que Susan était probablement la plus intelligente émotionnellement et que du coup les deux ensemble ça faisait un modèle de société. Il dit aussi que pour le casting, c'est pas seulement de caster des personnages, enfin des acteurs qui ressemblent aux personnages, mais aussi qu'ils aient le plus important une bonne alchimie avec tout le groupe et que c'était ça le principal motif du casting. Alors j'ai envie de dire oui, mais celui de 2005 l'a fait, avait une alchimie parfaite tout en étant très ressemblant aux personnages des comics, donc bon c'est quand même possible. Mais bref, qu'il n'y a pas Fatalis parce qu'il prend trop de place, que ça a déjà été fait avant avec l'origin story tout ça, et que du coup il voulait faire quelque chose de nouveau. Alors encore une fois, moi je suis d'accord pour le premier film ok, mais il faudra quand même nous mettre un Fatalis à un moment donné, et un vrai, hein, pas Robert Downey Jr. quand même. On a ensuite Pedro Pascal, qui a dit qu'évidemment il y avait une pression pour lui par rapport à Reed, qui voulait faire de son mieux pour donner aux fans ce qu'ils méritent, et que du coup c'était un peu stressant, mais que voilà, il a pris le rôle comme il le fallait. On a l'acteur aussi de Ben Grimm. Alors lui il a pas spécialement parlé de son personnage, mais plutôt de l'origine et des références par rapport au nom du personnage, que ce soit Ben Grimm ou David Lieberman, le personnage qui jouait, vous savez, dans le MCU, dans Punisher, et qui aussi était mentionné dans Agent of Shield au passage. Tout est connecté, je le rappelle toujours. Et bref, en gros, l'acteur connaît très bien ses personnages, et ça fait plaisir à voir. Et c'est là qu'on rentre pour moi un petit peu dans, j'ai l'air le problème, c'est les 2 autres membres du casting qui ont dit des choses un peu surprenantes. Déjà, bon, Vanessa Kirby, Susan Storm, elle a dit que dans ce film, ce sera la chef de la Future Foundation, qui œuvre pour la paix mondiale, bon, c'est classique. Que les personnages sont vrais, ils peuvent s'embrouiller, s'aimer, tout ça, c'est comme une vraie famille. Et on arrive au point qui m'a un peu surpris quand même, c'est qu'elle a dit que oui, Suzanne évidemment est la mère de la famille, elle a un bébé dans le film, tout ça, et que c'est cool, mais que c'est pas vraiment ce qu'elle aime chez le personnage, et qu'elle aime beaucoup plus le côté Malice. Vous savez, Malice, le côté obscur de Susan Storm. Et qu'en gros, c'est mieux, elle est plus indépendante, tout ça. Je me suis quand même dit, c'est un peu space quand même. Alors oui, je veux dire, ça peut être très intéressant à jouer, hein, c'est pas le problème. J'ai juste préféré cette version à Suzanne, sachant que c'est littéralement son côté obscur, la méchante Suzanne, je trouve ça un petit peu surprenant. Et au contraire, le fait que ce soit la mère de la famille, c'est un petit peu ce qui fait la force de Suzanne et ce qui fait aussi un peu la cohésion du groupe. Donc bon bref, j'ai l'impression qu'elle a pas trop compris son perso. Et le pire pour moi c'était Johnny Storm, Joseph Quinn, qui déjà je trouvais que c'était un casting pas très réussi, en tout cas sur le principe. Quand on lui a posé la question alors qu'est-ce qui allait être différent entre son Johnny et le Johnny, comics et des anciens films, il a dit que dans cette version, Johnny ne sera plus un dragueur. Parce que oui, Johnny Storm, je pense que vous le savez, est comme un gros dragueur, un peu lourd parfois, un petit peu beauf même, pourrait dire, mais c'est ce qui fait le côté marrant du personnage. Et c'est littéralement sa personnalité, tout comme Tony Stark par exemple. C'est un playboy presque on pourrait dire. Et que donc, lui,
enfin l'acteur considère que ce n'est plus de bonne valeur entre guillemets dans le monde de maintenant et que donc ça a été enlevé au personnage et que maintenant il se préoccupe plus des autres alors que Johnny est trop égocentrique normalement. Et encore une fois j'ai envie de dire bravo, j'applaudis à deux mains. Et ils n'ont donc pas compris le personnage qu'ils allaient adapter. Parce que oui, je suis désolé, Johnny Storm c'est un dragueur, c'est dans l'ADN du personnage, c'est comme ça. Si Tony Stark n'était pas un dragueur, vous l'aurez pas aimé non plus dans le premier film, c'est normal. Et justement, ça fait partie même du personnage de Johnny de grandir et de se responsabiliser au fur et à mesure, donc non, c'est essentiel au personnage. Et pour le côté Johnny est trop égocentrique et se préoccupe pas des autres, surtout dans les anciens films, encore une fois, je pense qu'on n'a pas tous compris le même truc. Johnny Storm, certes, est égocentrique et certes est un peu narcissique, j'allais dire presque comme Tony Stark justement pour prendre un exemple, mais non, Johnny tient quand même aux gens et sauve des vies, et pas que pour lui, même s'il en tire évidemment une petite victoire sur son ego. Il aime sa famille, il aime sauver les gens, et c'est un héros. Ce qui était aussi d'ailleurs, comme j'ai dit, dans les autres versions cinématographiques. C'était un petit peu l'arc même de Johnny dans le deuxième film. Être moins dragueur, se caser avec quelqu'un, et arrêter d'agir en solo et de se concentrer sur l'équipe. Et c'est pour ça que Johnny était très réussi dans le deuxième film, celui avec le surfeur d'argent. Donc bref, je suis désolé, je sais que je force un peu sur ce passage-là, mais personnellement je suis assez inquiet puisque déjà avec ce qu'on nous annonce, on va pas avoir Johnny Storm dans le film. Et je suis vraiment déçu, pour le coup. J'ai l'air pitié qu'on retrouve Chris Evans dans Secret Wars éventuellement dans le rôle. Et enfin pour Galactus, je finis avec ça, ils ont dit qu'ils ont fait des tests de costumes, pas que de la CGI pour le personnage, j'ai hâte de voir comment il va rendre, et que c'est une menace sans précédent, que même Reed est totalement impressionné et dépassé par cet être qui défie même les lois de l'espace et du temps. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 169e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.